Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler des compétences réceptives en classe de français. Quand on apprend une langue, on pense souvent à parler ou à écrire. Pourtant, avant de produire la langue, les apprenants, les élèves, doivent d'abord comprendre ce qu'ils entendent et ce qu'ils lisent. Les compétences réceptives comprennent la compréhension orale et la compréhension écrite. Pour mieux comprendre leur rôle dans l'apprentissage du français, nous allons répondre à 3 questions principales. D'abord, qu'est-ce que les compétences réceptives? Ensuite, pourquoi sont-elles importantes pour nos élèves? Importantes, voire même essentielles. Et enfin, comment les enseignants, les professeurs, peuvent-ils les développer en classe? Alors, les compétences réceptives, elles correspondent à la capacité de comprendre la langue. D'abord, la compréhension orale. Ici, l'apprenant doit interpréter des sons, reconnaître des mots et comprendre le message dans un temps souvent limité. Il s'agit de comprendre le français parlé. Dans la compréhension écrite, il peut prendre plus de temps pour analyser le texte, relire certaines phrases et réfléchir au sens. C'est ce qu'on appelle comprendre le français écrit. Alors, même si ces deux compétences sont différentes, elles se complètent et elles se renforcent mutuellement dans l'apprentissage d'une langue. Alors, en Irlande, dans l'enseignement du français, la compréhension orale occupe une place importante dans l'évaluation. Par exemple, on voit bien que dans le Junior Cert, le brevet, elle représente jusqu'à 35% de l'examen écrit. Ça dépend bien sûr de l'assessment task, s'il y a une assessment task ou pas. Ça va varier parce qu'elle prend 10% quand même de notre note finale, mais on peut avoir jusqu'à 35% de l'examen du Junior Cert qui est consacré à la compréhension orale ou la compréhension auditive. On dit aussi compréhension auditive. Au bac, au Leaving Cert, la note totale en français pour la compréhension auditive est de 20%. Et ici, les élèves vont pouvoir écouter différents types de documents. Ça peut être des interviews, des entretiens, ça peut être des bulletins d'information, des discussions sur des sujets sociaux, culturels, des conversations, ça dépend. Passons maintenant à la compréhension écrite. C'est également une compétence essentielle. Elle permet à nos élèves d'accéder à une grande variété de textes. Ici, pour le brevet, on a jusqu'à 35% de l'examen écrit qui va être consacré à la compréhension écrite. Les élèves vont devoir apprendre à identifier les idées principales, à repérer des informations spécifiques et à comprendre des instructions écrites. Cette compétence va aussi contribuer au développement du vocabulaire et à la compréhension des structures grammaticales en contexte. Pour le bac, pour le Leaving Cert, la note totale va être composée de 30% consacrée à la compréhension écrite. En général, on a 2 textes. Une première compréhension écrite avec des questions en français et la dernière question en anglais, qui va être plutôt une compréhension journalistique, donc c'est un article de presse en général. Et la deuxième compréhension écrite, c'est plutôt un texte littéraire avec des questions en français et encore une fois, la dernière question de compréhension générale en anglais.
Alors, les compétences réceptives, je vous l'ai dit, elles jouent un rôle important, à la fois pour les examens, évidemment, mais surtout dans le développement global de la langue. On apprend une langue en écoutant, je vous l'avais expliqué déjà dans une vidéo précédente. Et on apprend aussi une langue, on élargit son vocabulaire en lisant. On va rencontrer des mots nouveaux dans des contextes variés. Ces compétences, elles permettent aussi de reconnaître des structures grammaticales et à comprendre comment la langue est organisée, la syntaxe de la phrase. Enfin, ces compétences réceptives permettent de saisir le sens global d'un message, ce qui est essentiel pour participer à une communication réelle en France, dans un pays francophone. Ces compétences réceptives, elles constituent une base solide pour le développement des compétences productives. On a déjà parlé un peu de l'oral dans une autre vidéo. En général, on va structurer notre leçon en commençant par des compétences réceptives, lire un texte, écouter, et ensuite on va passer à des compétences de production, d'interaction. Alors, après avoir vu l'importance des compétences réceptives, une question se pose. Comment les travailler efficacement en classe ? Les enseignants, les professeurs vont devoir choisir des activités adaptées au niveau des élèves et proposer des supports variés pour développer progressivement leur capacité de compréhension. Et ça, c'est pas toujours évident. Dans la didactique des langues, certains chercheurs ont observé que la compréhension orale, elle est souvent négligée. Alors, on l'appelle parfois la compétence Cendrillon de l'apprentissage des langues. C'est-à-dire que on fait bien sûr référence au personnage de Cendrillon, Cinderella, qui est souvent ignoré ou laissé de côté. Et dans l'enseignement des langues, ça signifie que, en général, la compréhension orale et la compréhension écrite, elles ont reçu moins d'attention que la production orale. Alors aujourd'hui, les approches communicatives, elles reconnaissent que comprendre la langue, c'est une étape essentielle pour pouvoir ensuite s'exprimer. Un peu comme on apprend notre première langue. Au début, on écoute et après, on commence à parler. Alors, dans une approche un peu plus traditionnelle de l'enseignement, les activités de compréhension, elles se déroulent souvent de la manière suivante. Imaginez que vous êtes élève dans une classe de français. Vous l'avez peut-être déjà été, vous l'êtes toujours à un autre niveau. Le professeur fait écouter un enregistrement. Il branche le lecteur CD, le lecteur cassette. En général, on a toujours des lecteurs CD. Et il va dire, ou elle va dire, écoutez l'enregistrement et répondez aux questions. L'audio commence, on entend plusieurs personnes parler plutôt vite, on comprend quelques mots, mais pas vraiment le sujet, on regarde à gauche, à droite, et puis ça y est, l'enregistrement se termine. On regarde les questions, et là on se sent perdu. C'est parfois difficile de reconnaître des mots isolés. Et avoir du mal à saisir le sens général, c'est très courant pour les élèves. C'est pourquoi il est important de proposer des activités de compréhension orale qui vont guider les apprenants et les aider à développer des stratégies de compréhension. Alors, aujourd'hui, je vais me concentrer sur la compréhension orale parce que la compréhension écrite est un peu similaire, on va le voir à la fin de cette vidéo. Mais surtout, l'idée derrière cette vidéo, c'est de développer des stratégies de compréhension. Beaucoup plus important que le vocabulaire, que la grammaire, c'est développer ces stratégies avec nos élèves. Alors, qu'est-ce qui ne va pas dans l'approche traditionnelle qu'on vient de voir, qui est l'approche qui est la plus courante encore aujourd'hui dans les classes? C'est pas tout à fait négligeable, on peut quand même l'utiliser pour les examens, mais voilà, il y a quelques petits problèmes avec l'idée de, voilà, je vous donne un texte, répondez aux questions.
Vous écoutez un audio, répondez aux questions. Alors, dans beaucoup de situations, les élèves vont écouter un enregistrement sans contexte préalable. Ils ne savent pas qui parle, où se passe la situation et quel est le sujet. Et ça, c'est très problématique pour faciliter la compréhension. De plus, il n'y a pas toujours un objectif clair. Les élèves ne savent pas exactement ce qu'ils doivent comprendre. Est-ce que c'est l'idée générale? Est-ce que c'est des détails précis? Est-ce que c'est l'opinion des locuteurs? Alors ça, en général, c'est précisé par les questions. Mais encore une fois, si on n'a pas des stratégies, par exemple, un exemple de stratégie que je pratique très souvent dans ma classe, c'est de demander à mes élèves, voilà, lisez les questions d'abord, on va identifier les mots-clés, les verbes d'action, qu'est-ce qu'on vous demande de faire précisément, et s'il le faut, si les questions sont en français, on va traduire en anglais pour les aider. Et voilà, ils auront une idée déjà plus précise de ce qui est attendu. Un autre problème qu'on peut rencontrer souvent avec cette approche traditionnelle, c'est le manque de soutien pour la compréhension. S'il n'y a pas des indices, des images, des mots-clés, ça peut devenir très difficile de comprendre de quoi on parle. C'est un peu comme si demain, j'avais une conversation avec une autre professeure et vous arrivez dans la salle de classe et vous avez du mal à comprendre de quoi on parle parce que premièrement, on va parler très vite, on va utiliser des mots de français que vous n'avez peut-être jamais vus, peut-être que oui, peut-être que non, et vous n'aurez pas le sens global, vous n'aurez pas le sujet de notre discussion. Et ça, c'est très difficile. Alors, ici, le vrai problème, c'est qu'en fait, ce n'est pas une activité, c'est un test. Il n'y a pas d'apprentissage. Voilà pourquoi c'est problématique. La façon dont les compréhensions orales et les compréhensions écrites ont été conduites jusqu'à présent dans les classes de langue, pas partout mais très souvent, moi en tout cas c'était mon expérience, c'est ce qu'on appelle un test. Alors on peut le faire de temps en temps bien sûr, mais il faut aussi passer par l'étape de l'apprentissage. Alors, je vous propose un modèle qui fonctionne plutôt bien, qui est basé sur la recherche et qui aide vraiment à guider nos élèves. Bien sûr, pour les examens finaux, le brevet, le bac, les tests qu'on va faire en classe, il n'y a pas de pré-écoute, post-écoute, ça n'existe pas, on ne le fait pas. Mais en attendant dans notre classe, on peut très bien le faire à chaque fois qu'on pratique les compréhensions orales et les compréhensions écrites. Ce modèle-là permet d'améliorer l'efficacité de nos activités. Et c'est donc une structure en 3 étapes. Si on regarde les travaux de Kitfield et de Norbert Pochler, l'écoute ne devrait pas être seulement un moment où l'on vérifie des réponses. Au contraire, elle devrait être une véritable expérience d'apprentissage, où les élèves sont guidés avant, pendant et après l'écoute. Alors, la première étape, c'est la pré-écoute ou la pré-lecture dans le cas d'un texte. Dans cette phase, l'enseignant, le professeur, va préparer les élèves à écouter le document. Il va activer les connaissances et il va introduire le contexte de notre audio. La deuxième étape, c'est l'écoute elle-même. Les élèves vont réaliser différentes tâches pendant qu'ils écoutent. Ça va leur permettre, 1, de rester actifs et 2, de mieux comprendre le message. Alors souvent, on utilise le global vers le détail, c'est-à-dire que la première écoute, on essaye de comprendre le sujet, le thème de la compréhension orale, et lors de la deuxième et de la troisième écoute, on va se focaliser sur des détails. La dernière étape, c'est la post-écoute, après-écoute ou après-lecture dans le cas d'un texte, et c'est une phase qui permet de vérifier la compréhension, mais aussi d'utiliser le contenu du document à travers d'autres activités. On va vraiment consolider nos acquis ici. Vous savez, il y a toujours du vocabulaire très intéressant dans les textes, audio ou écrits. Autant utiliser ce vocabulaire ou ces structures de grammaire pour ensuite créer une activité de production orale ou écrite, ou en interaction aussi. Alors, on regarde les exemples ici, on peut l'illustrer par un exemple simple. Ici, il faut les remettre dans l'ordre. On a dit que avant d'écouter le document,
Les élèves, ils peuvent par exemple faire des hypothèses sur le contenu. Donc ça, ce sera notre première partie. Ensuite, pendant l'écoute, ils peuvent répondre à des questions de compréhension globale, c'est ce qu'on a ici, par exemple pour identifier le thème principal. Et enfin, après l'écoute, un exemple d'activité serait de résumer l'enregistrement avec leurs propres mots. Voilà. Nous allons maintenant examiner plus en détail chaque étape et on va commencer par la première étape, la préécoute. C'est une phase qui est essentielle parce qu'elle prépare les élèves à comprendre le document qu'ils vont écouter. Elle a plusieurs objectifs pédagogiques. D'abord, ce sera de mettre en contexte le document afin que les élèves puissent comprendre la situation de communication. Ensuite, son deuxième objectif est vraiment d'activer les connaissances préalables des apprenants pour leur donner confiance en eux et pour les aider à mieux comprendre l'enregistrement. Elle va aussi permettre d'anticiper certains mots de vocabulaire ou de structure importantes, ce qui va faciliter la compréhension. Enfin, cette phase-là peut éveiller la curiosité des élèves et les motiver à écouter attentivement. Alors, je vais vous montrer dans un instant ce que ça peut donner. Ici, on a un exemple concret du brevet du Junior 7. Et ici, on a une adolescente qui s'appelle Juliette et qui se présente et parle de sa vie. Alors, dans cet enregistrement, je vous ai mis le script en haut, ici. Elle va parler, elle va mentionner plusieurs informations personnelles. Son âge, son lieu d'habitation, sa famille, ses loisirs et son projet de carrière. Si nous voulons l'utiliser en classe, il est important de réfléchir à la manière de préparer les élèves avant l'écoute. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est comment concevoir une activité de pré-écoute qui serait efficace pour ce document. Je vous invite à faire pause pendant 1 minute et simplement réfléchir quel type d'activité pourrait soit éveiller la curiosité de nos élèves, soit recycler les informations qu'ils ont déjà apprises avant, soit par exemple, je ne sais pas, utiliser des structures ou faire des prédictions. Voilà. Alors, on a plusieurs activités très simples qui peuvent être utilisées pour cet exemple-là avant d'écouter l'enregistrement. Par exemple, on pourrait montrer une photo d'une jeune fille française de 18 ans qui est censée représenter Juliette. Et on peut poser des questions aux élèves. À votre avis, quel âge a-t-elle? Que fait-elle dans la vie? A-t-elle des passions, des loisirs? Est-ce qu'elle a des frères ou des sœurs? Voilà, on va éveiller leur curiosité et faire des prédictions ici. Sur le tableau, on peut écrire l'avis de Juliette, 18 ans, et demander aux élèves qu'aimeriez-vous savoir sur elle, ou alors leur demander de poser des questions, où elle habite, si elle a des frères et sœurs, quels sont ses passe-temps, etc. On peut aussi utiliser le vocabulaire ciblé. Je sais que dans mon enregistrement, si je reviens avant, j'ai déjà identifié des mots un peu compliqués ou des structures de phrases un peu compliquées. Pour un élève de première, deuxième année, ça peut être compliqué, surtout on va dire plutôt deuxième année que première année. Par exemple, le mot gendarme, parfois les élèves, ils connaissent le mot policier. Donc c'est un mot qui est potentiellement inconnu. Je vais mettre une image au tableau et dire voilà, ça c'est un gendarme. Et les élèves vont comprendre. Et on peut aussi faire un mini-échange. Que fait le gendarme en France? Est-ce que c'est comme un policier? Et parler un peu de la culture. Évidemment, j'ai choisi ce mot-là, mais quand on regarde notre script, il y a d'autres mots qui peuvent être compliqués, même des structures. Je les adore. Ça, c'est pas franchement facile pour des élèves du niveau brevet. C'est quelque chose qu'on voit un peu plus tard en général. Donc voilà, pourquoi pas expliquer cette structure avant d'écouter. Et la dernière partie, c'est de faire un nuage de mots
On sait que Juliette va parler de sport et d'animaux. Alors, quel sport les jeunes pratiquent-ils souvent? Et on attend le football, le basket, le footing, le rugby, etc., etc. Ou alors, quels animaux domestiques sont populaires? À votre avis, quel animal domestique elle peut avoir? Un chat, un chien, un lapin, etc. Alors, toutes ces activités-là, ce sont des exemples évidemment qui sont concrets qu'on peut faire avant l'écoute, qui ne prennent pas beaucoup de temps, mais qui vont préparer nos élèves mentalement à l'écoute. Alors, on a plusieurs stratégies, évidemment, que l'enseignant peut utiliser pendant la pré-écoute. Ce que je vais faire, c'est que j'ai partagé les diapositives avec vous, donc je vais passer cette partie-là. Mais vous voyez, voilà, qu'il y a beaucoup de choses, qu'il y a beaucoup d'exemples qu'on peut faire avec nos élèves. Alors, après la pré-écoute, nous passons à la deuxième phase, l'écoute elle-même. C'est peut-être la partie de la compétence réceptive avec laquelle vous êtes le plus familier. En tout cas, pour moi, c'était le cas parce que c'est mon expérience de la compréhension orale et de la compréhension écrite. Alors, dans cette étape, les élèves vont réaliser différentes tâches pendant qu'ils écoutent le document. L'objectif, c'est pas seulement d'entendre, mais de guider leur attention et de développer les stratégies de compréhension. On a déjà parlé des stratégies. Alors, à savoir qu'un enregistrement, en général, dans la classe, on l'écoute 3 fois. 3 fois pourquoi? Parce qu'on s'aligne sur le brevet et le bac, et surtout, ça permet d'avoir une bonne compréhension. Alors, pendant l'écoute, les activités doivent généralement suivre une progression. Et je sais que dans les livres, ce n'est pas nécessairement le cas. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas utiliser les livres, les manuels scolaires, mais vous pouvez adapter un petit peu ces activités-là. Alors, je l'ai dit plus tôt, l'objectif au début, c'est de comprendre le sens global du document, le sens général, de quoi on va parler. Ça peut être l'objet d'une première écoute. Ensuite, les élèves peuvent se concentrer sur des informations plus précises qui vont approfondir leur compréhension. Cette phase va aussi aider les apprenants à développer des stratégies d'écoute. Par exemple, repérer des mots-clés, identifier des indices ou même vérifier leurs hypothèses. En général, au début du cours, je leur demande de prendre un crayon de papier et d'écrire des mots qu'ils pensent entendre après chaque question. Par exemple, si la question c'est quel membre de sa famille fait du foot, à côté, mes élèves vont écrire au crayon de papier père, mère, sœur. Ça, c'est les mots qu'ils pensent entendre. Des fois, ils ont raison, des fois, ils n'ont pas raison. Mais du coup, ça va déjà les aider à être très actifs pendant la compréhension orale. Ici, encore une fois, on veut une activité guidée. On ne veut pas faire un test. Alors, concrètement, ça c'est un exercice que j'ai pris d'un livre. Je vais vous montrer comment on peut l'adapter. À droite, vous avez l'exercice du livre, ici. Et ici, je vous ai mis le script à gauche. Alors, ici, on a une adolescente qui s'appelle Lila, qui parle de sa vie quotidienne et des tâches ménagères dans sa famille. Elle explique où elle habite et ce que font les membres de sa famille pendant la semaine. L'activité proposée va consister à écouter le document et compléter un tableau avec les informations concernant Lila et son frère Julien selon les jours de la semaine. Alors, c'est intéressant ce type de tâche parce qu'il va obliger les élèves à repérer des informations précises dans l'audio tout en restant simple et structuré. Mais on peut quand même proposer différentes activités de compréhension, sachant qu'on va l'écouter 3 fois quand même. Donc, vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de texte. Est-ce qu'on ne peut pas utiliser ce texte pour proposer quelque chose d'autre? Alors, par exemple, les élèves peuvent d'abord identifier le thème principal du document. Ils écoutent et ils choisissent le sujet général. Activité 2, ils peuvent identifier les personnages sans regarder la grille. Combien de personnages parlent? Qui parle? Ou alors encore, on peut leur demander d'autres informations. Où habite Lila? On peut aussi avoir une activité qui consiste à faire un exercice vrai ou faux.
où les élèves doivent décider si certaines affirmations correspondent au document. Enfin, on peut proposer une activité où les élèves vont devoir associer l'audio à une image, ce qui les aide à comprendre le contexte général. Ces activités-là vont permettre de développer progressivement la compréhension, surtout quand on a un texte assez riche ici, qui effectivement nous décrit les tâches ménagères, mais pas que. On a d'autres détails, par exemple sur où habite Lila, ou sur sa famille. Alors ici, on a d'autres exemples d'activités. Il est important vraiment de donner un but clair à cette activité pour que les élèves sachent ce qu'ils doivent écouter. Cette approche-là, elle permet vraiment de réduire le stress. C'est pour ça que on s'est déplacé un peu de l'approche traditionnelle. On s'est rendu compte que la compréhension écrite et la compréhension orale, et particulièrement la compréhension orale, étaient très stressantes pour nos élèves. Et pour réduire ce niveau d'anxiété, il faut les préparer au mieux et apporter quelques soutiens, ici quelques béquilles pour les aider. Alors, c'est encore une fois ces activités-là, vous pourrez revenir dessus. Il y a plusieurs types en fonction de ce qui vous convient ou pas, ou de ce que vous avez envie d'essayer. Je vous conseille d'aller regarder les diapositives dans votre temps libre. Alors, après l'écoute, on passe à la phase de post-écoute, après-écoute ou post-lecture si c'était un texte. Alors là, c'est une étape très importante, encore une fois, cruciale, parce qu'elle va nous permettre de consolider la compréhension du document et de vérifier que les élèves, ils ont compris le message. Mais aussi, c'est un point de départ pour d'autres activités linguistiques. C'est pas seulement compréhension orale ou compréhension de texte. On a un peu plus ici, on a la possibilité d'étendre un peu notre activité. Encore une fois, les objectifs de cette phase, consolider, je l'ai dit, élargir à une production orale ou écrite, travailler la langue, les vocabulaires, les structures, et aussi donner une possibilité d'ouvrir une réflexion culturelle ou personnelle en lien avec le thème du document. Par exemple, si l'on parle des maisons, on peut commencer à comparer les maisons en Irlande et les maisons en France. Et pourquoi en France on a des volets, pourquoi en Irlande on n'a pas de volets, pourquoi en France il y a beaucoup de maisons individuelles, alors qu'en Irlande la norme est peut-être d'avoir une maison mitoyenne. Il y a beaucoup de choses à discuter autour de la culture et parfois un texte écrit ou un texte oral peut donner naissance à une discussion autour de la culture. Alors, je vous mets ici plusieurs activités pour développer un peu notre texte. Alors, je vais vous en nommer quelques-unes. Par exemple, l'élève peut résumer le document en une phrase ou alors écrire 3 informations qu'ils ont retenues. On peut également vérifier des hypothèses. On peut faire une courte discussion. Juste avant, on avait un texte avec les tâches ménagères. Pourquoi pas faire un sondage dans la classe? Voilà, qui passe l'aspirateur? Qui range sa chambre? Etc., etc. Qui sort les poubelles? On peut proposer un jeu de rôle aussi. Ou alors une interview. On peut utiliser le script pour rejouer la scène qui a été jouée. Il y a énormément de possibilités. Ces activités ici que vous avez, elles permettent de transformer la compréhension en utilisation active de la langue. Okay? Parce que souvent, on écoute un texte, un enregistrement, on écrit des mots de vocabulaire, des structures importantes dans le cahier, et après, terminé, on ne les utilise plus. Et ça, c'est dommage. Donc là, c'est une opportunité justement d'utiliser ce texte-là. Alors, à ce stade, il y a une question intéressante qui se pose. On vient de parler pas mal de la compréhension orale. Je vous ai dit que la compréhension orale et la compréhension écrite, c'était des compétences réceptives. Mais lorsqu'on passe de la compréhension orale à la compréhension écrite, qu'est-ce qui reste similaire et qu'est-ce qui change?
il y a quand même des petites variations. Elles ne sont pas complètement identiques. Alors, on va réfléchir au fonctionnement général des compétences réceptives ici. Alors, elles partagent plusieurs éléments, la compréhension orale, la compréhension écrite. Un texte, un enregistrement et un texte écrit ont bien sûr beaucoup de points communs. Dans les deux cas, on va activer les connaissances antérieures. On va avoir un objectif clair. On va avoir un soutien progressif de la part de l'enseignant. Ok, étayage, c'est aussi le même mot pour échafaudage ou scaffolding en anglais. On utilise aussi scaffolding en français. Mais on a aussi des différences entre les deux, d'accord? Ce n'est pas tout à fait la même chose. Dans la lecture, l'avantage, c'est que le texte y reste visuellement présent, d'accord? Il est toujours là, le texte écrit. Alors que l'oral, il passe, on ne l'entend plus et on est déjà passé à une autre section. Alors, pour la lecture, c'est pour ça que j'ai utilisé l'oral comme exemple, parce que c'est la compétence la plus difficile pour un élève. Alors que la lecture, ici, l'élève peut se relire. Il peut relire le paragraphe s'il ne l'a pas compris autant de fois qu'il a envie de le faire ou qu'il a besoin de le faire. Alors aussi, la lecture, elle implique beaucoup plus de vocabulaire. Alors ça, c'est plutôt un challenge parce qu'en général, dans la lecture, il y a énormément de mots et ça peut être compliqué pour les élèves, notamment qui ont des difficultés de lecture, pour les élèves qui sont dyslexiques. Ça peut être très, on va dire, anxiogène. Alors, ici, on va quand même avoir des stratégies qui vont être différentes entre les deux. Par exemple, pour la lecture, avec mes élèves, je travaille énormément sur les préfixes et les suffixes. Et voilà, pourquoi ce mot-là, c'est le contraire de ce mot-là. Alors qu'à l'oral, c'est plus difficile. C'est pour moi très important de rappeler que lire, ce n'est pas une activité passive. Vous voyez en bas, vous avez réceptif, ce n'est pas la même chose, c'est différent de passif. Ok, quand on lit, quand on écoute, on n'est pas passif. On est des récepteurs, mais actifs. Ok, et ça ne signifie pas non plus traduire. On construit du sens, oui, avec les mots, mais on ne traduit pas littéralement dans la langue maternelle. On peut faire des activités de traduction, bien sûr, mais traduire tout un texte dans la langue maternelle, c'est non seulement une perte de temps, mais ça ne va pas faciliter l'apprentissage. Lire, ce n'est pas faire du mot à mot non plus. Ok, on construit le sens global du texte. Mais lire, on peut relier, on peut anticiper, on peut interpréter. On peut activer nos connaissances, faire des hypothèses, vérifier, ajuster. Voilà. Alors, ces compétences réceptives-là, elles demandent d'être actives dans tous les cas. Alors, souvent, le problème qui se pose, c'est comment choisir un texte. Bien sûr, on a les textes, et je vous l'ai montré, je vous ai donné un exemple. Le texte des manuels scolaires. Parfois, on peut utiliser les activités qui sont proposées. Je le fais très souvent. Ce tableau, j'aurais pu l'utiliser, mais je l'aurais enrichi un tout petit peu. Et on peut aussi utiliser seulement le script, seulement le texte et l'audio, et créer notre propre activité. Ou alors, on peut utiliser des documents qui vont être vraiment intéressants pour nos élèves, qui vont être motivants. Par exemple, c'est la période, je ne sais pas, admettons que ce soit la période des Jeux Olympiques, je vais utiliser un texte qui parle des Jeux Olympiques, parce que ça a du sens pour les élèves et ça les intéresse. Ou un influenceur, une influenceuse a fait quelque chose dans un pays francophone, bien sûr que je vais utiliser ce texte-là. Mais aussi, ça doit correspondre à mon thème. Donc, comment choisir un texte, c'est déjà du contenu intéressant et motivant pour les élèves. Et c'est aussi quelque chose qui doit correspondre au niveau linguistique des apprenants, ok, des élèves. Donc, quelque chose qui soit approprié à leur niveau. Si le document est trop difficile, les élèves vont se décourager, ils ne vont pas participer à l'activité et ils vont commencer à discuter en classe. Et si il est trop facile, si au bout de la première écoute ou la première lecture, les élèves ont déjà la réponse, au bout de 5 minutes, dans ce cas-là, il faut enrichir les questions et rajouter des questions au tableau.
Donc le choix du document, c'est toujours une étape très importante, d'accord? Et surtout essentielle. Si vous voulez réussir votre activité, il faut que ce document soit adapté. Alors, tout simplement ici, je vous donne encore une fois des listes, c'est des exemples. Ici, par exemple, on a dans la prélecture des activités assez similaires finalement à la compréhension orale. Ici, on veut activer les connaissances des élèves. Par exemple, on peut faire un nuage de mots, un remue-ménage ou brainstorming autour d'un thème. Ou alors, on peut observer le titre et l'image du texte et faire des hypothèses, des prédictions sur le contenu. Ou alors, on peut demander, mais qu'est-ce que vous connaissez sur ce sujet? Parce que parfois, les élèves ont déjà des connaissances préalables, en anglais bien sûr, sur le sujet. Alors, c'est des activités qui permettent à l'élève d'entrer progressivement dans le texte et de faciliter la compréhension. Pour certains élèves, seulement cette liste de 10 stratégies, ce serait très pénible à lire pour eux. Tout de suite, ils vont penser, oh là là, oh j'ai pas envie, on a un texte à lire. D'accord? Donc, si on essaye d'éveiller leur curiosité un peu avant, ça leur donnera peut-être plus envie de lire notre texte. Pendant la lecture, alors ici on va guider la compréhension du texte. On peut faire une lecture très rapide. On dit bon allez, on lit très rapidement, pas forcément tous les mots, mais juste pour avoir une idée de l'idée principale du texte. On peut demander aux élèves d'associer des sous-titres à des paragraphes. On peut découper le texte en plusieurs morceaux et leur demander de le remettre dans l'ordre. On peut leur demander de reconstituer l'ordre des événements en faisant une frise chronologique, par exemple. On peut compléter un tableau. On peut demander aux élèves d'identifier le point de vue de l'auteur. Voilà. On a beaucoup de choses. Trouver des synonymes aussi, ça c'est très bien. C'est une question qui apparaît très régulièrement pour le bac. Trouver un synonyme de père dans le texte. Ah, papa. Ok, très bien. Et après la lecture, on va entrer dans la phase post-lecture. Encore une fois, je vous donne 10 idées ici qui peuvent vous aider vraiment pour approfondir la compréhension, réutiliser les informations du texte. Alors, on peut organiser un débat ici ou demander aux élèves d'écrire un paragraphe court avec leur opinion personnelle. On peut créer un quiz, 5 questions pour la classe, ou demander aux élèves de créer 5 questions sur le texte et de mettre les réponses. On peut faire un projet créatif, une affiche, un post Instagram, une vidéo. Il y a énormément d'activités qu'on peut faire. Ici, on peut vraiment laisser place à la créativité des élèves. Ça n'a pas besoin d'être quelque chose de très long. Ça peut simplement être écrivez un court post Instagram sur cette influenceuse française dont on vient de lire le texte. Alors, ça, je voulais le mettre au début et je l'ai mis à la fin, si vous êtes toujours là. Il est important de rappeler qu'il n'existe pas une seule manière d'enseigner la compréhension. Alors, les enseignants disposent de nombreuses activités et vous pouvez adapter votre séquence selon vos objectifs, le niveau de vos élèves. Alors, je vous ai mis des crêpes ici. Moi, personnellement, j'adore les crêpes au Nutella, à la chantilly et aux fraises, mais j'ai conscience que c'est très spécifique à moi. Voilà, on a tous une façon de préparer nos crêpes et d'agrémenter nos crêpes. Et c'est pour ça que quand je vous propose des méthodes et des stratégies avec des idées, certaines idées peuvent vous convenir et d'autres peuvent ne pas convenir à votre contexte. Et ça, j'ai bien conscience que en fonction des écoles, il y a des contextes différents. Vous avez accès à la technologie ou pas. Il y a des choses qui peuvent fonctionner dans une classe très calme. Pourquoi pas? On peut très bien faire un jeu de rôle ou un débat. Dans une classe un peu plus dynamique, ça peut être très compliqué d'organiser un débat. Ça peut même être une très mauvaise idée. Donc c'est à vous, les professeurs, évidemment, d'adapter ces activités-là en fonction de votre contexte, en sachant que c'est flexible, mais l'idée c'est d'avoir toujours, comme on l'a dit, pré, pendant et post. Ok? Pré, c'est d'abord, on va préparer les élèves et activer leurs connaissances. D'accord? Pendant,
c'est le moment de la compréhension, c'est là où les élèves vont réaliser des tâches progressives pour comprendre le document ou l'enregistrement. Et enfin, la troisième étape, c'est la phase de post-activité qui permet d'approfondir la compréhension et aussi surtout de réutiliser la langue dans des activités de production. Cette progression-là, en 3 étapes, on l'a dit, elle aide les élèves à développer une compréhension active et efficace. Pour conclure, les compétences réceptives jouent un rôle essentiel dans l'apprentissage d'une langue et du français, alors ne les négligez pas et ne les voyez pas comme des activités passives. Au contraire, elles demandent des stratégies, des hypothèses et une participation vraiment active de l'élève. C'est pour ça qu'on a ces 3 étapes. Merci pour votre attention